C'était un temps où l'on regardait la radio comme aujourd'hui la télévision. C'était l'âge d'or de la radio et l'une de ses plus grandes voix est avec nous, Zappy Max. À lui seul, il cristallise cette histoire extraordinaire qu'il nous fait revivre dans un livre aux éditions du Rocher. Zappy Max, écoutez cela. Quitte ou double 76. Est-ce que vous vous rendez compte, monsieur, de ce que vous perdez? Je sais bien, seulement j'ai été échaudé une fois, je me méfie. Ça échaudé crâne au froid. Ah oui, d'accord. On va essayer la question au million. Ah non, non, allez, non, vous allez me faire souffrir. Non, vraiment non, pas? non, non, non. Non? Non, non, non. On la laisse de côté? Je préfère pas. Non. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le candidat en ce domaine prend seul sa décision. Monsieur Doyen vient de dire non, 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 je ne préfère pas. Et peut-être est-ce simplement parce qu'il y a une Madame Doyen qui, s'il répondait à la question au million, lui dira en rentrant, il dirait, tu vois, t'aurais pu aller beaucoup plus loin. Zappy Max, ça vous fait quoi de réentendre ça? Ah, ça me rajeunit de, grosso modo, une trentaine d'années. Ouais, 76, c'était le Kit to Double, le retour du Kit to Double sur Radio Monte-Carlo. Exactement, un Kit to Double que j'ai créé en 1950 sous le chapiteau du Radio Circus, le fameux Radio Circus qui a, comment dirais-je, labouré la France profonde pendant des années. Ouais. Et là, vous continuiez encore à ce moment-là à labourer la France profonde, c'est-à-dire vous alliez dans les théâtres, à la rencontre du public, Oui, comme ça, des gens simples qui venaient sur scène, en catégorie, comme ça, et dire, voilà, qu'est-ce que vous avez comme question Ah ben, il existait au Quai tout double, à cette époque, il existait des catégories de base, histoire, géographie, cinéma, sport, littérature, etc. Vous aviez des champions, là, vous en aviez, ils savaient tout, hein? Oh, il y avait des pointures, comme on dit. J'ai eu une fois à Nyons un brave homme qui est venu en histoire. Et ce monsieur, qui ressemblait un peu à Georges Brassens, d'ailleurs, pour vous le situer, était un ouvrier saisonnier, donc si j'ose dire, quelqu'un d'assez primaire, comme c'est pas péjoratif ce que je dis là. Et il a gagné au Quai tout double. Il avait gagné à l'époque, je crois, 256. Non, c'était déjà les nouveaux francs. Il avait dû gagner 250 000 francs à peu près. Et il était parti sous les ovations des spectateurs, et quelque temps après, il se présente en réponse à une annonce dans un journal pour une place dans une entreprise. Et là, on lui demande, son curriculum vitae, s'il avait s'il avait passé des examens, s'il avait des diplômes, etc. Il dit, j'ai pas de diplôme, mais j'ai gagné au Quai tout double. Et le patron lui a dit, bon, c'est parfait, je vous engage. On continue, Zappy Max? Écoutez encore ça, juste une seconde, comme ça. 10 francs. Quai tout double. Je double. Alors on double, on continue. 10 francs, c'est déjà pas mal. C'est le début, ça. C'est la première question. L'âge d'or, donc, de la radio, Zappy Max, avec ses titres Sur le banc, La famille du raton, Ça va bouillir, signé Furax, évidemment, Francis. Toutes ces grandes heures de la radio que vous racontez, vous êtes plongé dedans, comme Obélix dans la potion magique, quoi. Hein. Mais j'en ai vécu beaucoup, personnellement. Et puis, j'ai toujours été, je le suis toujours, un grand auditeur de radio. J'adore la radio, j'aime la télévision, mais j'ai des heures, si j'ose dire. Le matin, c'est la radio. L'après-midi, si je travaille, j'ai la radio qui fonctionne, quelquefois, je l'avoue, en fond sonore. Et le soir, par contre, c'est la télévision. Ouais. Alors, à cette époque, Zappy Max, vous êtes d'abord musicien, vous allez faire des claquettes. J'étais un professeur de claquettes un peu spécial parce que j'apprenais la veille au soir sur ma moquette ce que j'enseignais le lendemain à mes élèves. Enfin, ça marchait. Ouais. Quelle année? La rencontre avec Jacques Elian, le grand orchestre? Eh bien, tout de suite après la Libération. Elian a monté son orchestre en octobre 1944. J'y suis rentré pratiquement une quinzaine de jours après parce qu'il cherchait un chanteur fantaisiste. Et Raoul André, le metteur en scène de cinéma, qui était un grand ami de Jacques Elian, lui a signalé ma présence,
car il m'avait entendu chantonner à l'endroit où je faisais où je professais les claquettes. C'est un lieu qui s'appelait le Club privé de la chanson. Et il a parlé de moi à Jacques Elian. Jacques Elian lui a dit bah, essaye de le joindre et puis envoie-le-moi. Et je me suis précipité dans le bureau de Jacques. Alors ça s'est passé comme ça. Il m'a dit alors qu'est-ce que vous savez faire? Chantez-moi quelque chose. Alors bon, claquette, oui, mais je dis c'est de la moquette, ça n'a pas d'importance. Alors hop sur la moquette, un petit coup d'harmonica puisque j'avais monté un numéro d'harmonica quelque temps auparavant. Et puis ça s'est terminé par bon, ben vous êtes libre à suivre, comme on dit dans le métier. Oui, monsieur. Alors lundi, première répétition. Et c'était une aventure formidable. Jacques Elian était une star. Alors vous allez enregistrer des disques, 78 Ah tours. Oui, Hein? je n'ai fait que des 78 tours avec Jacques. J'ai été, entre autres, avec l'orchestre Jacques Elian, j'ai été le créateur de la fameuse chanson Fleur de Paris. C'est une fleur de Paris, etc., qui est devenue un peu comme un hymne de la libération française. Titi, enfin, parisienne. Titi parisien, ça c'est bien vous. Né à Montparnasse, avec votre gouaille. Vous étiez obligé finalement d'aller quelque part à la radio, à la rencontre comme ça, si populaire, si proche du public. Ça s'est fait très, comment dirais-je, un peu bizarrement. J'avais commencé à faire de la radio avec Jacques Elian, bien entendu. Mais en tant qu'animateur personnel, si j'ose ainsi m'exprimer, c'est vraiment une rencontre qui s'est faite ex abrupto sur le trottoir de la rue Bayard. Je rencontre Gisèle Boyer, que j'avais connue à la radio française, qui me dit « Qu'est-ce que tu deviens ?» Je lui dis « Je viens de quitter Jacques Elian pour voler de mes propres ailes. Les ailes étaient un peu faiblardes, il faut bien le dire. Ça marchait pas tellement comme je le souhaitais. » Et elle me dit « Pourquoi n'entres-tu pas dans une antenne comme Radio Luxembourg ?» Ben, je n'y connais personne. Je me vois mal arrivant en disant « Bonjour, c'est moi, je suis le meilleur, etc. » Elle me dit « T'inquiète pas, je connais très bien Madame Dabadi. Madame Dabadi étant la maman de Jean-Loup Dabadi, le scénariste et auteur bien connu. Et je traverse la rue, je vais la voir et je lui parle de toi. » Elle traverse la rue, elle revient 5 minutes après en me disant « Madame Dabadi t'attend. Madame Dabadi me reçoit. Est-ce que vous seriez capable d'animer une émission de jeu en public ?» Je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait, mais le meilleur moyen, c'est de m'en donner l'occasion. Bon, très bien. Elle monte un étage, elle va trouver le directeur du programme. Le directeur du programme me reçoit. Même question, même réponse. 15 jours après, j'étais sur la scène du théâtre du Ranelagh et je présentais mon premier jeu radiophonique. C'est 40 années d'aventure radiophonique. Zappy Max, je disais, c'est une des grandes voix de l'histoire de la radio. Alors, ça va bouillir, vas-y Zappy. Les feuilletons, oui. Tout ça, ce sont des feuilletons. Parce qu'on voit, par exemple, sur cette bande dessinée, vous étiez même un personnage de bande dessinée en pilote, vous, Oui, Zappy Max. oui. Et c'était un temps, on écoutait la radio comme aujourd'hui, on regarde des feuilletons à la télévision. Oui, Il y avait des vraies histoires, des personnages, les gens y croyaient. Avec cet avantage sur la télévision, pardonnez-moi de le dire, c'est qu'en radio, l'imagination de l'auditeur fonctionne énormément. Quelques cris de mouette, une petite samba, le speaker dit Zappy Max est sur la terrasse de son hôtel face à la baie de Rio, les auditeurs y sont. Tandis qu'à la télévision, on leur prédigère, si j'ose dire, l'image. Ouais, vous receviez des lettres. Pour que vous faisiez la bise à Zappy, qui est devenue célèbre. Et alors, l'une d'entre elles, une de ses auditrices, vous écrit « Lorsque tes lèvres touchent le visage de ces femmes, un grondement sourd pénètre dans ma tête. » Vous receviez des demandes en mariage. Il faut aller plus loin. Vous pouvez dire la suite, alors. Je ne la connais pas par cœur, mais enfin, la chute, c'était lorsque j'entends tes lèvres toucher les joues de tes concurrentes et appliquer la bise, le train de ton désir passe sur mon corps, ou quelque chose comme ça. C'est un peu ahurissant, il faut bien le reconnaître. C'était une époque d'amusement. C'est-à-dire qu'il y a Maurice Biraud, il y a Francis Blanche, il y a Pierre Dac, il y a Jaboun, Jean Nohain qui vient avec sa Reine d'un jour. Et des idées d'émissions, vous en citez des dizaines comme ça. L'imagination débordante comme ça. Les avaient beaucoup d'imagination à cette époque. D'ailleurs, pour être très franc, beaucoup de ces concepts ont été repris par la suite, légèrement remaniés,
dans les émissions de télévision. Ouais, tout était possible. Alors on pouvait gagner un morceau de banquise. On pouvait. Non, ça c'était en Amérique. Ça. On envoyait des milliers de lettres. Et alors, bon, cette époque extraordinaire de la radio, vous l'avez connue, vous alliez de ville en ville comme ça. Absolument. Avec votre circus. Ce qui était des mélanges comme ça, finalement, oui, le Radio de Circus, radio, de spectacles, de chansons. Le Radio Circus a été une initiative heureuse du grand Louis Merlin. Louis Merlin a été un homme de radio absolument sensationnel, on lui doit beaucoup, et il avait décidé que pour toucher, comme on dit, la France profonde, il fallait se promener avec un chapiteau. Or, à l'époque, il disait chapiteau, disait cirque. Ouais. Donc, il a marié le cirque et la radio, d'où la naissance du Radio Circus. Alors, il y avait un spectacle de cirque complet, pendant 2 heures, pour lequel les spectateurs payaient normalement leur place. Et en supplément au programme, on transformait la piste en studio de radio et on enregistrait nos émissions, qui tout double, crochet radiophonique. Avec tout est possible, des conditions du direct, avec le public, et des souvenirs et des anecdotes par milliers, Zapimax. Et alors, la publicité était déjà là à la radio. C'est-à-dire que vous rouliez pour des marques de shampoing, de savon, vous faisiez de la publicité, c'était obligé. Toutes les marques comme ça étaient là. Un poste comme Radio Luxembourg ne vivait que de la publicité. Europe numéro 1 aussi, Europe 1 également. Je dis Europe numéro 1 parce qu'au début, ça s'appelait Europe numéro 1 et c'est devenu Europe 1 par la suite. Mais ces antennes privées, ces antennes périphériques, elles ne vivaient que de la publicité. Et à cette époque, chaque tranche horaire était offerte, était sponsorisée, comme on dit maintenant, par une marque, shampoing, poudre à laver. Vous avez été sous exclusivité etc. avec une marque pendant plusieurs années, voilà, après vous changiez. C'était comme un champion de Formule 1. J'ai été beaucoup en exclusivité en un premier temps avec L'Oréal. Et ensuite, avec le groupe Le Vert, avec une poudre à laver qui s'appelait Sunil, qui a disparu, c'est pour ça que je me permets de la citer, dont le slogan était Sunil bleu ajoute l'éclat à la blancheur. Alors, il y avait qui n'étaient pas contents. Il y avait des lettres comme ça. Il y en a un qui dit, qui vous parle de vous. Il dit, alors, avec vos bretelles et tout. Il dit, c'est pas une lettre, c'est pas une lettre, c'est un article du Canard enchaîné. Ah oui. C'est René Ferré qui m'avait assaisonné. Là, il m'avait. C'est saillie de marchand de bretelles. Parce que la radio, c'est populaire avant tout. C'est-à-dire, comme on disait, les familles qui se retrouvaient à l'heure du repas, comme ça, à écouter la radio. C'était des voix. Avant d'être un visage, on ne savait pas quel était finalement votre visage. Pour les émissions en prime time, comme on dit maintenant, les gens s'installaient, comme ils s'installent aujourd'hui devant le poste de télé, ils s'installaient confortablement dans leur fauteuil face au poste de radio, fixant l'œil vert qui clignotait ou le cadran d'ailleurs on voit un vieux poste sur l'écran, et fixait le poste comme ça, ils écoutaient et regardaient en même temps leurs émissions. Ouais, et voilà, formidable souvenir. C'est pour ça que je parlais d'imagination. Ouais. Les gens imaginaient terriblement. Alors, quand nous promenions à droite et à gauche, il ne fallait pas les décevoir, parce que s'ils avaient imaginé quelque chose de resplendissant, d'extraordinaire, un peu à l'américaine, si vous voulez, il fallait leur donner un semblant de quelque chose qui ressemblait à ce qu'ils avaient imaginé. Ouais, alors, dans toutes ces années radio, alors évidemment, il y a l'arrivée à côté de Radio Luxembourg qui viendra RTL, il y a Europe 1 qui arrive, et Louis Merlin qui va passer de l'autre côté et qui va inventer ce concept de l'information avec Mai 68, et puis ça va être là complètement un changement. Le fameux Music and News. C'est un peu la fin de l'âge d'or là, à ce moment-là. Oui, mais 68, ça correspond à peu près à l'implantation des postes de télévision dans les familles. Ouais. Donc automatiquement, la radio en a subi le contre-coup. C'est pour ça que j'arrête pratiquement pour moi, la grande période de l'âge d'or, c'est de la libération de la France jusqu'à mai 68. Mais enfin, il faut dire que ça avait quand même commencé avant la guerre, avec des postes comme Radio Cité, comme le Poste Parisien, comme Radio 37, et puis les postes de province, le fameux Radio Toulouse, avec son speaker qui était le roi de la gaffe et qui mélangeait tout. Un jour, on lui donne un papier sur lequel il était inscrit « Il est tombé hier
quelques gouttes de pluie. Mais le quelques gouttes avait été réduit à 2 fois la lettre Q. QQ. Et lui, il lit rapidement, il fait « Il est tombé hier 99 gouttes de pluie. » Et ça, il faut l'entendre avec l'accent toulousain. Oui. C'était « Il est tombé hier 99 gouttes de pluie. » Et alors, il y a Jean Nouin aussi. Vous citez quelques-unes de ça, ses Jean gaffes. Nouin, c'était- Parce que Jean Nouin est un personnage, je veux dire, grand résistant. Vous racontez son itinéraire, un homme extraordinaire, Grand formidable. militaire, surtout. Et il a été blessé au deuxième combat. DB, voilà. deuxième DB à Strasbourg. Et il va devenir l'ami des enfants. Et puis alors, il y a des moments comme ça, quand il rencontre les auditrices ou les chers dans La Reine d'un petits-enfants. jour, dans La Reine d'un jour, il était assez coutumier de... Je cite un dialogue que j'ai entendu, nous en parlions d'ailleurs tous les deux il y a quelques instants hors antenne, ça donnait à peu près ceci, enfin moi je le reconstitue de mémoire, ça donnait à peu près ceci. Alors madame, vous êtes venue à La Reine d'un jour, n'est-ce pas? Alors vous êtes venue à La Reine d'un jour, alors qu'est-ce qui vous a incité à venir à La Reine d'un jour? Eh bien, oh monsieur, mon pauvre monsieur Nohain, mon mari était prisonnier en Prusse, et puis il n'est pas rentré, il a repris une femme là-bas. Ah ben c'est très bien, je suis bien content. Et puis ma fille est malade, elle est très malade, elle est en sanatorium. Oh ben alors c'est très très bien, c'est de mieux en mieux, etc. Car dans son esprit, inutile de vous le dire, c'était bravo, vous avez de bonnes chances d'être élu reine d'un jour. Mais enfin sur l'instant, ça surprenait un peu. Merci Zappy Max pour tous ces souvenirs. Ben, je je disais, vous en prie. vous avez fait profession du bagou, comme on dit à Paris. Absolument, C'est-à-dire oui. quoi? C'est le plaisir de parler aux gens avec naturel comme ça, de les rencontrer avec leurs faiblesses, avec tout ce qu'ils sont comme ça, J'ai et de toujours leur eu- ressembler. J'ai toujours eu la langue bien pendue et je crois que d'être né dans le quartier de Montparnasse, on dit quelquefois un titi de Montmartre, mais je crois qu'on peut dire aussi un titi de Montparnasse. Ouais, et tous ceux qui ont été vos fidèles auditeurs peuvent vous dire simplement un mot, Zappy Max, merci pour tous ces Je vous en grands prie. moments. Et puis, si à l'occasion dans la rue, vous croisez vos anciennes auditrices, elles doivent vous demander la bise à Bah, Zappy. je les Hein? rencontre souvent, ainsi que les auditeurs, parce que avant celui-ci, j'avais écrit 2 ouvrages, l'un étant mon autobiographie et l'autre l'adaptation romancée du fameux feuilleton Ça va bouillir. Et avec ces ouvrages, je fréquente les salons du livre pour dédicacer. Alors inutile de vous dire que les anciens auditeurs viennent et ils me parlent de leurs propres souvenirs confrontés aux miens, etc., etc., etc. Et c'est un peu pour leur faire plaisir que je me suis amusé à écrire ce 3e ouvrage, L'âge d'or de la radio, que les éditions du Rocher ont eu l'amabilité d'éditer, parce que j'y réponds là, dans cet ouvrage, à toutes les questions qui m'ont été posées. Et c'est un formidable livre à la fois d'histoire et de souvenirs et beaucoup de plaisir. Et je le disais, quand vous les rencontrez, vous leur faites la bise à Zappy. Absolument, aux dames. Pas à toutes, mais enfin à certaines. Merci Zappy Max. Je vous en prie, Patrick.